Le 21 décembre 1911, au matin, à Paris, il pleut et il fait froid. Une voiture automobile s'est engagée dans le boulevard Ornano. C'est une Delaunay Belleville, ce qu'on appelle alors une limousine. La caisse est vert sombre, une voiture de très belle allure, mais cette caisse vert sombre est semée de taches de boue, comme si cette voiture avait roulé dans des chemins de terre. Il est 8h20 du matin, et voilà que la voiture tourne dans la rue Ordener. Et à l'angle de la rue Ordener, le chauffeur entend un bruit suspect dans le capot, dans le moteur, et il s'arrête. Alors, qui y a-t-il dans cette voiture? À l'avant, il y a le chauffeur, justement, au volant, il s'appelle Jules Bonneau. À côté de Jules Bonneau est un homme de petite taille, courteau, avec une mince moustache rousse, un nez en trompette. Et à côté de Jules Bonneau, il y a Octave Garnier, un homme jeune. D'ailleurs, Bonneau est le plus âgé, Bonneau a 35 ans, les autres ont tous entre 20 et 25 ans. Garnier est très jeune, il est beau. Et ce qui frappe, c'est son regard, un regard que tous les contemporains dépeindront comme magnétique, vibrant. Il est revêtu d'un caoutchouc, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire un imperméable, un caoutchouc jaune, et il a coiffé une casquette. Et puis à l'intérieur, dans le coupé, derrière la vitre, car à cette époque, il y a la place des chauffeurs, qui est à l'air libre, et puis il y a le coupé, il y a un garçon qui s'appelle Raymond Calmin, très jeune aussi, de petite taille, avec un visage enfantin, et puis un binocle cerclé de fer. Il porte un par-dessus à martingale et puis sur la tête un chapeau melon à bord plat. Donc bruit suspect dans le capot et Bonneau, le chauffeur, Jules Bonneau, est descendu. Il soulève le capot, il s'aperçoit que c'est la poulie d'entraînement du ventilateur. Et justement, il y a un quincaillier, c'est une chance, et il envoie Garnier acheter un boulon de 8 avec son écrou. Le quincaillier livre ce boulon et immédiatement, Bonneau fait la réparation. Visiblement, c'est un homme qui connaît bien les voitures. Et puis maintenant, la réparation s'achève. Raymond, qui est à l'intérieur, Raymond Calmin, est descendu impatient en disant « Mais dépêche-toi, nous n'avons plus que 4 minutes. Mais ça va aller !» Et voilà la voiture qui repart. Les 3 hommes sont dedans. 3 hommes ou 4 hommes? Ah, voilà. C'est qu'on ne sait pas. Peut-être y a-t-il 2 hommes dans le coupé, Raymond Calmin et peut-être un autre. Ce 4e homme, on n'a jamais su s'il était là ou s'il n'y était pas. Des témoins jureront qu'ils l'ont vu, d'autres n'ont rien vu. Et puis on s'approche d'un dépôt de vin, la Beaujolaise. On s'arrête. Et puis on avance encore un peu. Raymond Calmin et ses amis l'appellent Raymond la Science, et je vous dirai pourquoi bientôt. Raymond Calmin est descendu, seul sur le trottoir. Il a troqué d'ailleurs une casquette à la place de son chapeau melon. Il est seul, là, l'air très dégagé sur le trottoir. Et tout à coup, il dit, en se penchant vers les autres qui sont restés dans la voiture, « Le voilà !» Et en effet, arrive sur le trottoir un encaisseur. Vous savez, c'est une époque où on ne se cache pas, chacun avoue très exactement sa qualité. C'est l'époque où les poètes portent des chapeaux à large bord et des lavalières. Alors les encaisseurs sont habillés en encaisseurs, ils ont un uniforme d'encaisseur, redingote avec boutons dorés, et puis un grand bicorne. C'est l'encaisseur de la Société Générale, et en effet, là à côté, il y a une agence de la Société Générale, rue Ordener.
Octave Garnier est descendu à son tour de la voiture et il s'avance à côté de Raymond Calmin, Raymond Lascience. Et il s'avance au devant de l'encaisseur qui est escorté d'un garde du corps. L'encaisseur s'appelle Cabby, le garde du corps s'appelle Pemans. Et lorsque Garnier est à 2 pas de l'encaisseur, tout à coup il sort un revolver de sa poche et tire. L'encaisseur s'abat lentement sur les genoux. Alors, un deuxième coup, et cette fois, l'encaisseur est à terre, inanimé. Avec une grande maîtrise de soi, Raymond Lascience s'est emparé du sac de toile qu'il portait à la main, et maintenant il veut tirer la sacoche qui était accrochée à son épaule, mais l'homme, endormi, inanimé, évanoui, tient la sacoche dans sa main crispée. Il faut qu'Octave Garnier écrase avec son talon cette main pour qu'on puisse prendre la sacoche. Pemans s'est enfui terrorisé, il a essuyé 2 ou 3 coups de feu qui ne l'ont pas atteint. C'est dans la rue la terreur. Des gens surgissent des boutiques et les autres s'éloignent, cependant que Jules Bonneau tient en respect les passants qui accourent à coups de revolver, personne n'est atteint et les autres remontent dans la voiture. Toujours la même maîtrise de soi. Au moment où Raymond Lascience montait dans la voiture, il a perdu sa sacoche qui est tombée dans le caniveau. Il l'a ramassée très tranquillement. Il est monté et maintenant la voiture est partie. Personne ne les rattrapera. Et la voiture roule. Et la voiture roule et elle ira d'abord au boulevard extérieur, ensuite à Saint-Denis, ensuite à Pontoise. Et c'est seulement après Pontoise qu'on s'arrêtera sur un bord de chemin pour faire l'inventaire de ce qu'on a obtenu à la faveur de ce hold-up, le premier hold-up en automobile. Et on s'aperçoit qu'il y a dans le sac et dans la sacoche 5100 francs en louis d'or et d'argent, ce qui n'est pas énorme, 2000 francs, 200 000 francs plutôt en titres nominatifs, donc impossible à négocier, et 190 000 francs en titres porteurs, ça, on verra. Et puis on roule. On va jusqu'à Dieppe. Le propos de ces gens est de jeter la voiture dans la mer. Malheureusement, arrivé à quelques encablures justement de la mer, eh bien, la voiture s'arrête, il n'y a plus d'essence. C'est seulement les plaques d'immatriculation que l'on jettera dans la mer. Et les 3 hommes reprennent le train. Arrivés à Paris à 1h du matin, dans la cour de Rome, un camelot vend des journaux, c'est La Patrie. Et il crie le titre « L'audace incroyable des bandits en automobile ». Et alors, ce que ressentent Jules Bonneau, Raymond Lascience et Octave Garnier, c'est quelque chose comme de l'orgueil. Cabby n'est pas mort, l'encaisseur. Il survivra à ses blessures. La Société Générale annonce déjà qu'elle donnera une prime de 12 500 francs. Cette prime ne cessera d'augmenter dans les semaines qui suivent. À qui donnera des indications sur les bandits. La chasse est ouverte, on le sent bien. La chasse que l'on appellera la chasse aux anarchistes. Voilà, le mot est prononcé. Anarchie, c'est devenu un nom commun. Quand on dit c'est l'anarchie, eh bien, on veut dire qu'il y a là de la confusion, du désordre. Et si vous appelez quelqu'un du nom d'anarchiste, et vous lui dites vous êtes un anarchiste, eh bien, c'est certainement pas parce que vous lui voulez du bien. Donc, c'est un mot qui a pris un sens particulier. C'est oublier le sens original du mot. Et ce sens lui a été donné par des gens qui ont essayé d'imaginer un système politique et social cohérent, qui exaltait la liberté de l'individu, la liberté individuelle avant tout. Dans le cadre
d'un État qui ne serait justement plus un État, où il n'y aurait pas de gouvernement central. L'homme libre, l'homme totalement libre. Alors évidemment, c'est une idée qui date des plus anciens temps de l'humanité, mais c'est surtout au XIXe siècle que l'anarchie a pris sa forme définitive. À l'origine, il y a eu les utopistes, ce qu'on a appelé les utopistes, Saint-Simon, Cabet, Fourier, et puis ensuite il y a eu Proudhon qui s'est écrié « La propriété, c'est le vol », ça c'est la phrase de base de l'anarchie. Et puis ensuite, il y a eu le syndicalisme anarchiste, l'anarcho-syndicalisme. Il y a eu le communisme anarchiste de Bakounine, qui ne voulait pas de dictature du prolétariat. Et puis il y a eu des théoriciens, il y a eu Stirner, l'allemand, Kropotkin, le russe, le biologiste français Le Dantec, le géographe français Élisée Reclus, et puis bien d'autres. Longtemps, cette anarchie est restée théorique. Et puis, vers 1880, certains ont voulu passer à l'action. L'époque de la violence a commencé. Et on se souvient bien sûr des années 1892-1894, les années sanglantes de l'anarchie. Là, des anarchistes voulaient témoigner, attirer l'attention sur les misères du monde, sur les iniquités du monde, et là, ils allaient jusqu'au bout de leur témoignage. Ravachol lançait ses bombes, Vaillant lançait sa bombe au milieu de la Chambre des députés, Henri au milieu du café Terminus, Caserio assassinait le président de la République, Sadi Carnot. Et à cette époque déjà, dans le sein du mouvement anarchiste, des scissions, des discussions ardentes s'étaient produites. Beaucoup d'anarchistes refusaient la violence et ne comprenaient pas que d'autres passent à la violence. Et d'ailleurs, cette violence, condamnée presque universellement, s'est éteinte d'elle-même. Un certain nombre d'anarchistes sont passés au syndicalisme révolutionnaire et d'autres, tout de même, restaient fidèles à l'anarchie dans sa pureté. Vers les années 1910, au milieu des anarchistes, on a vu pourtant apparaître ce qu'on appellera les illégalistes, face aux autres anarchistes qu'on a appelés les individualistes. Et les illégalistes vont plus loin. Ils ne retournent pas à la même violence que les Ravachol et les Vaillant, mais ils veulent appliquer à leur profit le conseil de Proudhon, la phrase de Proudhon, la propriété c'est le vol. Ils veulent pratiquer ce qu'ils appelleront la reprise individuelle, c'est-à-dire reprendre à la société, puisqu'il n'y a pas de propriété, puisque ce qui est propriété et vol, il faut reprendre cette propriété fallacieuse par le vol, justement. Et voilà comment les illégalistes vont peu à peu, à travers la France, se transformer en voleurs, pour reprendre le mot bourgeois, mais il n'y en a pas d'autre. Et là aussi, de nouveau, des discussions ardentes vont naître dans le sein du mouvement anarchiste, car il y a les autres qui n'acceptent pas les illégalistes, qui trouvent que ça n'est pas tolérable, que cela fait du tort à la cause, qu'en même temps ça n'est pas défendable sur le plan des principes. C'est ce que dira l'un d'eux à un voleur, un anarchiste voleur, en lui disant « Est-ce que tu crois vraiment qu'en volant une bicyclette, tu vas refaire la société ?» Et parmi ceux qui n'acceptent pas, il y a deux personnes qui s'appellent Victor Kilbatchich et sa compagne, Rirette Maître Jean. En 1905 était né un journal, le journal L'Anarchie.
Celui qui l'avait fondé était un certain Libertad. C'était tout au moins son pseudonyme, un personnage étrange, un infirme avec des jambes atrophiées, il se soutenait par des béquilles. Et dans les bagarres où il se lançait, les béquilles devenaient de terribles gourdins. Et Libertad, surtout, était un orateur. Et quand Libertad parlait des hommes, de l'avenir du genre humain, de l'anarchie qui ferait naître le bonheur des hommes, eh bien, Libertad soulevait la passion, l'enthousiasme, l'émotion. Et puis Libertad était mort à 33 ans à la suite d'une bagarre, des coups, ont dit ses amis, qu'il avait reçus des policiers. Celui qui lui a succédé à la direction de l'anarchie, c'est un autre anarchiste, un certain Lorulot. Alors là, rien de pareil. Personnage médiocre, pas très intelligent, personnage, disons-le carrément, suspect, et qui n'avait surtout que la conscience de son propre génie et en même temps une paresse totale. Dans cette espèce de phalanstère de Romainville où vivaient les anarchistes, eh bien, Lorulot, lui, alors que tous travaillaient, Lorulot se mettait dans un arbre, c'était l'été, tout nu pour recevoir les rayons du soleil et regarder les autres travailler. Peut-être pas une façon par ailleurs. Lorulot empruntait les femmes de ses camarades, enfin c'était un personnage sans intérêt. Et surtout, une grande incapacité. Et on a vite senti autour de lui qu'il allait conduire le journal L'Anarchie à sa perte. Alors, certains ont suggéré que l'on prenne Victor Kilbatchich comme, non pas directeur, il n'y a pas de directeur chez les anarchistes, mais comme animateur de la revue. Et c'est alors que Rirette Maître-Jean, qui depuis quelque temps était la compagne de Kilbatchich, c'est alors que Rirette Maître-Jean lui a dit non, elle le vous voyez, il la vous voyez, non, n'acceptez pas, vous allez avoir tous les ennuis du monde avec les illégalistes. Pourquoi ne pas essayer, a-t-il répondu. Et il a essayé. Oui, il a 20 ans, elle a 22 ans. Et c'est un couple charmant. Lui, c'est un Russe, comme son nom l'indique. Son père est un exilé. Il a dû quitter la Russie, s'enfuir de Russie, parce qu'il était opposant. Son grand-oncle a été pendu également parce qu'il était opposant, une sorte de tradition de révolution chez les Kilbatchich. Il a grandi, Victor, à Bruxelles, et il a découvert, pendant son adolescence, Kropotkin et l'anarchie. Alors il a milité parmi les anarchistes belges, et puis ensuite il est revenu à Paris, et c'est là qu'il s'est agrégé au mouvement de Romainville. Et c'est là maintenant qu'on le propose comme animateur de la revue, et c'est là qu'il accepte. Rirette, elle, eh bien Rirette, malgré son jeune âge, a déjà été mariée. Elle a été mariée avec un anarchiste, bien sûr, un certain Maître Jean, et à qui elle a donné 2 enfants. Ce Maître Jean était un ouvrier sellier, converti à l'anarchie, et qui, lui aussi, voulait la reprise individuelle, et qui donc avait décidé de fabriquer de la fausse monnaie. Cela lui demandait beaucoup de mal, cela lui coûtait très cher. Il gagnait dans les meilleures semaines 30 francs, alors qu'autrefois, de son métier d'ouvrier sellier, il gagnait 10 francs par jour. C'était pas la peine de changer. Alors évidemment, personnage sans envergure, petit personnage, et Rirette, femme intelligente, s'est éloignée de lui assez vite. Et quand elle a rencontré Victor Kilbatchich, avec le rayonnement qui émanait de ce garçon, eh bien ça a été le coup de foudre. Elle est venue s'installer avec lui. Et ils ont eu, comme c'était à prévoir, des ennuis avec les illégalistes, à ce point que, ne s'entendant plus du tout, ils ont quitté Romainville, ont installé le siège de l'anarchie rue Fessard à Belleville, et c'est là qu'ils habitaient désormais. Et c'est là, le 21 décembre 1911, que justement Victor Kilbatchich et Rirette Maître-Jean étaient en train de lire les journaux. Parce qu'ils étaient extrêmement attentifs à l'affaire de la rue Ordener. Il y avait des témoins que les journalistes avaient interviewés, qui décrivaient les bandits, et malheureusement, Rirette et Victor les reconnaissaient, d'après leur signalement, très bien, ces bandits, et c'étaient leurs amis.
Alors, ils ont attendu et quelques jours plus tard, ils ont vu surgir rue Fessard, Octave Garnier et Raymond Lascience. Alors c'était vous, a dit Kilbatch. Bien sûr que c'était nous. Or, Kilbatch, qui réprouvait de tels actes, les réprouvait d'autant plus que Raymond Lascience, Raymond Calmin, c'était son plus vieil ami, son plus ancien ami. Il s'était rencontré à Ixelles, près de Bruxelles, un jour, alors qu'il était, lui, petit garçon. Il était habillé à la russe, avec une blouse russe, avec des carreaux de couleurs différentes. Alors le petit bruxellois, le petit ixellois, qui était Raymond Calmin, fils d'un Français exilé d'ailleurs, qui voyait passer ce personnage bariolé, s'est mis à rigoler. Et immédiatement après, le Russe, lui, a posé son panier de provisions par terre et s'est rué sur Raymond. Ils se sont bagarrés. Et c'est de là qu'est née leur amitié. Et puis ils ont grandi ensemble, ont découvert ensemble l'histoire de la Révolution française, de Louis Blanc, avec des illustrations. On voyait les Parisiens avec des pics qui descendaient dans la rue et les deux gosses se disaient « Nous aussi, on ira dans la rue ». Raymond Lascience, c'était... Pourquoi Lascience ? Nous le saurons dans un instant. Raymond Calmin était le fils d'un cordonnier alcoolique qui le battait, il n'y avait aucune tendresse à la maison. Et puis à 13 ans, on l'avait mis au travail. Il travaillait 16 heures par jour. Vous savez, ce n'est pas une époque tendre, hein, pas du tout. 16 heures par jour. Et puis alors Victor, lui, qui avait appris, qui avait fait des études, qui savait des choses, il n'en était pas jaloux, Raymond, mais il était triste parce qu'il aurait voulu savoir aussi des choses. Alors, mais comment apprendre, puisqu'il travaille 16 heures par jour dans son épicerie ? Alors il s'arrête de travailler. Et pour gagner du temps, pour pouvoir aller dans les bibliothèques, il se met à voler. Et il est pris, bien sûr. Et à 17 ans, il fait sa première prison. Mais en sortant de prison, il retourne à la Bibliothèque royale, à Bruxelles. Il prend Auguste Comte. Il ne prend pas des auteurs faciles. Il prend Auguste Comte, le lit, et découvre quelque chose d'inouï à ses yeux. La science. Ah oui. Le 19e siècle, c'est la science, on y croit. On remplace pour un peu Dieu par la science. Et c'est l'avenir de la science. Et la science, c'est l'avenir. Et voilà que Raymond Calmin, maintenant, ne jure plus que par la science. Il a le mot science sans arrêt à la bouche, alors on l'appellera Raymond la science. Il partira, voyagera en Suisse, reviendra en France, fuira l'époque, l'âge du service militaire, reviendra en Belgique, militera avec les anarchistes, parce que, en même temps que Victor Kilbatch, il a découvert Kropotkin et il est anarchiste. Il continue à voler. Mais il est anarchiste. Il est donc anarchiste illégaliste, déjà. Et puis, un beau jour, il décide de repartir pour la France. Et il va retrouver Kilbatch chez les anarchistes de Romainville. L'un des hommes dont Kilbatch a reconnu le signalement s'appelle Jules Bonneau. C'est notre Bonneau à nous. Et Bonneau, lui, qui est-ce ? Eh bien, Bonneau, lui, est né dans le Doubs, près de Montbéliard. À 5 ans, il perd sa mère. Comme pour Raymond Lascience, pas de tendresse à la maison. Alors il a des taloches du père, qui est un ouvrier soudeur. Alors il est révolté contre son père. Après, il y a la discipline de l'école. Il est révolté contre l'école. Après, il a les patrons. Il est révolté contre les patrons. Et puis, il se met dans tous les mauvais coups. Chaque fois qu'il y a une grève, il est au nombre des meneurs, comme on dit. Alors, bientôt, il n'y a plus d'embauche pour lui. Et il est révolté contre la société. Et puis voilà qu'arrive l'époque de... Il est également soupçonné de vol. C'est pas sûr qu'il les ait commis. Vous savez, on ne prête qu'aux riches, alors là aussi, il est condamné. Il a un casier judiciaire. Puis il fait son service militaire, et chose curieuse, il est un bon soldat. Là, il n'est pas révolté. Il devient même champion de tir du régiment. Et puis pendant qu'il est soldat, il y a des manœuvres. Et pendant qu'il est aux manœuvres, eh bien, il arrive un jour dans une maison, et dans cette maison, il y a une femme qui élève sa fille. Elle est charmante, la fille.
et il aime. Il la demande en mariage. Et après le service militaire, il l'épouse. Alors au départ, tout va bien, on nage dans le bonheur, il y aura d'ailleurs un enfant qui viendra. Et puis malheureusement, une fois de plus, il se lance dans une grève. Le lendemain, au chômage. Il faut aller en Suisse. Il trouve un nouveau métier. Grève, il s'y lance, chômage. Il arrive à Lyon, devient mécanicien d'automobile. Il y a maintenant 30 000 voitures à travers la France. Il faut des spécialistes. Il devient un très bon spécialiste des voitures. Il passe son permis de conduire. Mais tous ces métiers qui changent sans cesse, eh bien, ces métiers qui changent, eh bien, ça n'est pas pour resserrer les liens entre sa femme et lui. Elle a soif de stabilité. Et puis, souvent, on a faim à la maison, on n'a rien. Alors, un jour, le secrétaire du syndicat lui dit, vous savez, votre mari, il a soi-disant des idées politiques, mais en fait, c'est parce qu'il est un révolté, et ce sont ses instincts qu'il dissimule à travers les idées. Et elle est convaincue, elle tombe dans les bras du secrétaire du syndicat, elle sera sa maîtresse, et un beau jour, Bonneau rentrera au mauvais moment. Il y aura bagarre, et Bonneau aura le dessous. C'est à partir de ce moment-là que Bonneau croira moins au syndicalisme. Et voilà, la femme est partie, il est seul. Et la révolte est plus forte et plus grande que jamais. Et à partir de ce moment-là, il ne voudra plus travailler, c'est fini. Maintenant, ce qu'il fera vivre, ce sont des cambriolages. Alors il volera des motos, il volera des autos, tout ça avec un certain Platano, un Italien, et il en fait un véritable commerce, exporte les voitures volées en Suisse, et maintenant tout se passe bien en même temps avec Platano. Il met au point un système de vol à l'automobile. Il arrive avec l'automobile devant un notaire. Et ça fait bien parce que, vous savez, il y a quand même 30 000 voitures à travers toute la France, ça ne fait pas beaucoup de voitures au kilomètre carré. Alors le notaire qui voit deux clients descendre d'une voiture, il est très bien impressionné. Alors on monte chez le notaire, on est reçu, on parle d'une société imaginaire qu'on veut mettre sur pied, alors le notaire prend des notes, et puis finalement, on a pris, pendant ce temps-là, le plan de l'appartement et l'emplacement du coffre. Et on y reviendra 2 ou 3 nuits plus tard, et au chalumeau, on ouvrira le coffre. Et on gagne bien sa vie. Un seul coup, dans une seule étude de notaire, rapportera 36 000 francs de l'époque. Vous savez, c'est une somme, 36 000 francs. Un employé du ministère gagne à cette époque-là 200 francs par mois. Il habite maintenant chez une certaine Madame Tolon, enfin chez un ménage Tolon qui est gardien d'un cimetière. Et Tolon boit énormément, il boit plusieurs absinthes tous les soirs, de sorte qu'il s'endort comme une masse jusqu'au matin. Comme Madame Tolon est une femme, mon Dieu, qui aime bien certains plaisirs, eh bien, elle préfère les trouver auprès de Bonneau qu'auprès de son mari endormi. Et c'est ainsi qu'elle rejoint tous les soirs dans son lit Bonneau. Et voilà que Bonneau tombe amoureux. Bonneau aimera Judith Tolon. Et même il rêve d'un très grand coup. Il gagnerait beaucoup d'argent. Et alors ils partiraient tous les deux, il l'enlèverait, il partirait pour l'Angleterre où il vivrait dans un cottage. Voilà le rêve de Bonneau. Il lui fait même donner des leçons d'anglais. Puis un beau jour, Platano arrive. La police est chez lui. Et tu comprends, j'ai vu la police de loin, je n'ai pas pu entrer, je suis venu tout de suite. Ils vont venir chez toi. Bon, il faut s'enfuir. Et c'est un déchirement pour Bonneau parce qu'il va s'arracher des bras de Judith Tolon. Et pourtant, il faut bien partir, on part en voiture. Et Platano a sur lui un petit héritage qu'il a fait en Italie, 30 000 francs. Et en route, Platano racontera Bonneau. Platano se tirera involontairement une balle de revolver dans la tête, il sera grièvement blessé, et comme il se débat, comme il hurle, eh bien lui, Bonneau, sera obligé de l'achever. Ça, c'est la version Bonneau. De toute façon, il a récupéré les 30 000 francs. Et Platano est mort. La police ne croira pas du tout à cette version. La police croira que tout simplement Bonneau a assassiné son compagnon, ce qui n'est pas exclu.
Et il arrive à Paris avec un but, se mêler au milieu anarchiste où il recrutera chez les illégalistes des complices pour les grands coups qu'il médite. Alors, Bonneau, est-ce qu'il est anarchiste? Non, il a fréquenté quelques anarchistes. Il n'est pas anarchiste. Bonneau, c'est un hors-la-loi. Pour lui, l'anarchie n'est pas une idée, comme pour Raymond Lascience, c'est un moyen. Alors, pour le moment, il se cache, après l'affaire de la rue Ordener. Parce que l'affaire de la rue Ordener, c'est Bonneau qui l'a proposée. Il est allé à la librairie de l'Idée libre, là il a rencontré Raymond Lascience, ils ont lié connaissance, et puis Raymond Lascience l'a introduite dans son petit milieu d'illégaliste, et Bonneau a tout de suite parlé des choses à faire. D'abord, l'automobile, ensuite, être armé. Disons-nous bien que tous ces illégalistes, si ce sont des cambrioleurs, des voleurs, ce ne sont pas des assassins. C'est Bonneau qui va faire d'eux des tueurs. Et on se procure, au début de décembre, une voiture à Boulogne, on la vole dans le garage d'un hôtel particulier à Boulogne, le garage de M. Normand, et on part. On part, et Bonneau sait maintenant à qui il a affaire. Il connaît bien toute cette petite bande qui pourra, ensemble, ou séparément, ou alternativement, le seconder. D'abord, Octave Grenier. Octave Grenier, qui lui aussi est passé en Belgique autrefois, et c'est en Belgique qu'il a connu sa maîtresse, celle qu'on appelle Marie la Belge, qu'il a enlevée à un mari. Octave Grenier, qui lui est une sorte de forcené. Octave Grenier, qui est prêt à tout, mais qui attendait au fond pour donner sa mesure que quelqu'un vienne le provoquer. Et le provocateur, ce sera Bonneau. Donc, après Grenier, la petite bande comprend aussi Carouy. Carouy, qui est un Belge encore, tous ces gens se sont connus en Belgique, se sont retrouvés à Paris, qui est une sorte d'Hercule, avec malheureusement une toute petite cervelle, toute petite. Et puis également un autre qui s'appelle Vallée. Vallée qui est un poète, Vallée qui connaît des centaines et des milliers de vers, qui connaît toute la poésie, qui peut réciter pendant des heures des vers. Et tous ces Français de Belgique, ces anarchistes français de Belgique, sauf Carouy, lui qui est belge, les autres sont français, sont venus à Paris se réunir autour du journal L'Anarchie. Ils ont retrouvé là d'autres gens, d'autres anarchistes, par exemple Dieudonné. Dieudonné, un menuisier de Nancy, qui vient de temps en temps à Paris, qui est venu avec sa femme à Paris, et Laure Hulot lui a pris sa femme. Alors il est parti très malheureux. Et puis également, un certain Monnier, dit Sementov. Et puis encore un nommé Soudi, un garçon qui n'a pas 20 ans, qui à 13 ans a été écrasé de travail, à 11 ans même écrasé de travail, et à 13 ans était tuberculeux. Et depuis il est allé, parce qu'il a fait lui aussi des vols, est allé de prison en hôpital. Et Soudi avouait une véritable adoration à Rirette Maître Jean et à Kilbatchiche, et ils promènent leurs enfants, ce qui est d'ailleurs un peu curieux pour un tuberculeux. Alors oui, Bonneau, maintenant, connaît toute cette bande, sait qu'il pourra faire appel aux uns et aux autres, et déjà il vole cette voiture, et cette voiture, on l'a conduit chez un certain Detveller, à Bobigny, un camarade anarchiste qui ne demande rien, les anarchistes ne demandent jamais quoi que ce soit. Est-ce que tu peux garder la voiture? Oui, je la garde. Et le 20 au soir, on vient la chercher. Ceux qui viennent la chercher, ce sont Bonneau, Raymond Lascience et Octave Grenier, et peut-être un quatrième. Le but de l'expédition, c'était l'attaque d'un bijoutier. Et le temps était mauvais,
On sentait qu'il allait pleuvoir et cette pluie devait faciliter les opérations parce que le bruit de la pluie aurait étouffé les bruits de l'attaque de la bijouterie et en même temps éloigné les passants. Et puis on a attendu la pluie, elle ne l'est pas vue. Il n'y a pas plu du tout de la nuit. Alors au matin, on était prêt à rentrer. Raymond Lascience disait, bien voilà, on recommencera un autre jour. Comment, dit Bonneau. Puisqu'on est dehors, il faut aller jusqu'au bout, il faut faire un coup. Un coup qui n'est pas préparé, mais si préparé, j'en ai préparé un autre. Et en effet, depuis quelques jours, il a étudié le comportement de cet encaisseur de la Société Générale qui venait tous les jours du siège central apporter de l'argent frais à la succursale de la rue Ordener. Et ensuite, ils ont fait le coup de la rue Ordener, vous le connaissez, nous le connaissons. Après le coup, Garnier est parti pour Amsterdam avec les titres pour essayer de les négocier. Il n'a pas eu beaucoup de succès. Il est revenu et depuis il se cache, il se terre. Et quand Raymond Lascience et Octave Garnier viennent chez Rirette et chez Victor, ils sont visiblement à bout. Ils ne pensaient pas que leur affaire ferait tant de bruit, qu'on les rechercherait avec tant d'activité. Et quand ils s'en vont, après avoir passé là 2 ou 3 heures, avoir bu du café et du thé, ce qui est tout à fait exceptionnel pour eux. Songez qu'un garçon comme Raymond Lascience, à 22 ans, n'avait jamais bu de café, jamais bu de thé, jamais fumé de tabac et qu'il était chaste. Végétarien aussi. Alors quand ils sont partis, Rirette et Victor se sont regardés et ont dit, ils n'iront pas loin. C'était compté sans Bonneau. Et Bonneau tenait toujours à ce qu'on aille loin. Alors, ils sont repartis pour la Belgique. On fait un coup en Belgique. On volait une voiture à Gand. Ils sont partis pour Amsterdam, toujours pour les titres. Ils ont vendu la voiture pour 8000 francs. Ils sont revenus à Gand. À Gand, ils ont essayé de voler une deuxième voiture. Ils ont assommé un chauffeur, tiré sur un agent. Tout ça n'avait pas très bien marché. Et puis, de retour à Paris, Bonneau a décidé de faire un coup à Pontoise. À Pontoise, chez un notaire, suivant ce qui lui avait si bien réussi à Lyon. Alors, on vole une nouvelle voiture, on la vole à Saint-Mandé, et puis maintenant, on traverse Paris. Et au volant d'une voiture, Bonneau se sent hors de lui. Il est heureux, il tient le volant, il roule, et il traverse Paris à toute allure. Le voilà, rue du Havre, en face de la gare Saint-Lazare, il y a là un refuge avec un agent. Est-ce qu'il va tourner, lui, Bonneau, autour du refuge? Il n'en est pas question. Et il passe tout droit. L'agent l'appelle, lui dit « Voulez-vous vous arrêter ?» Et il injurie l'agent. Et malheureusement pour lui, un camion passe, il est obligé de s'arrêter. Malheureusement pour lui, malheureusement pour l'agent. Parce que l'agent arrive. Et l'agent s'appelle Garnier. Ben oui, lui aussi. Il dit alors quoi? On injurie les agents de la force publique? Vos papiers? Les voilà les papiers, dit Garnier, l'autre, et tire, en pleine poitrine. L'agent tombe. Il est mort. Et la voiture part. On essaye de la poursuivre, une voiture privée avec un autre agent la poursuit et elle écrase un passant, alors elle s'arrête. Et quant à la voiture de Bonneau et des autres, on ne la reverra pas. Le coup de Pontoise rate, parce qu'au moment où on est chez le notaire, il y a un passant qui donne l'alerte et il faut partir, et le notaire est prévenu, tire sur les attaquants et il faut s'en aller. C'est depuis l'affaire de la rue du Havre que M. Lépine, le préfet de police, fera afficher une circulaire dans tous les commissariats de police. Au cas où une voiture automobile refuserait d'obtempérer aux ordres d'un agent de la force publique, celui-ci est autorisé à en crever les pneus avec son sabre. C'est le style de l'époque et c'est la pensée de l'époque. Et maintenant, après l'affaire de la rue du Havre, après l'affaire de la rue Ordener, les journaux sont pleins des bandits en automobile. On a bien compris que c'était les mêmes. Un nouveau style est né. Et jusqu'où n'iront-ils pas, ces bandits en automobile? Et entre-temps, à Bobigny, eh bien, des informations sont arrivées et jusqu'à la mairie, l'appariteur de la mairie, qui est en même temps correspondant du Petit Parisien, apprend que
chez Detweller, au garage Detweller, on a garé une Delaunay Belleville, justement pendant l'époque qui a précédé l'affaire de la rue Ordener. Et l'appariteur va avertir en même temps la police et son journal. Et c'est le journal qui ira le plus vite. C'est le journal qui viendra interviewer Detweller qui dit oui. On m'a apporté une voiture, je l'ai gardée, j'ai même fait une petite réparation dessus, et puis après je l'aurais rendu le soir du 20. J'ai demandé 15 francs, ils m'en ont donné 25, c'est tout. Mais M. Jouin, qui est le sous-directeur de la Sûreté, ne l'entend pas de cette oreille et va faire arrêter Detweller. Et le cuisinier, évidemment, Detweller ne mangera pas le morceau quand on lui dira « Mais qui a apporté la voiture ? Vous les connaissez ?» « Non, pas du tout. »« Vous les connaissez ?»« Non, je ne les connais pas. » Mais on va tendre une souricière chez Detweller. Et chez Detweller viendra se faire prendre la maîtresse de Carouy. Et par la maîtresse de Carouy, on ira à Carouy qu'on ne pourra pas arrêter, mais on saura qu'il existe. Et désormais, il y a un nom sur les papiers de la police, un nom d'un des bandits, c'est Carouy, et on n'a pas tort. Maintenant, Bonneau voudrait faire un grand coup dans le midi de la France. Monnier a tout préparé. Pour cela, il faut une voiture. Mais maintenant, c'est très difficile de voler une voiture parce que, après les vols de voitures précédents, eh bien, tous les garages sont fermés, sont claquemurés avec des dispositifs d'alarme. Une idée, pourquoi ne pas raisonner une voiture sur la route de Melun ? Et toute la bande, presque entièrement, puisqu'il y a là Bonneau, Garnier, Raymond Lascience, Monnier, Vallée et Soudy, toute la bande va jusqu'à Montgeron, sur la route de Melun, à pied, en marchant toute la nuit. Et là, on attend. C'est l'aube. Et voilà une voiture. C'est une de Dion-Bouton magnifique, toute neuve, qui est livrée à son propriétaire, qui est au Cap Ferrat, qui doit traverser toute la France. Il y a là un chauffeur au volant et le secrétaire du propriétaire, l'homme du Cap Ferrat, qui est à côté du chauffeur. Et Monnier s'avance et fait un signe avec son mouchoir. La voiture s'arrête et les gens demandent qu'est-ce qui se passe, qu'arrive-t-il ? Et c'est à ce moment-là que Calmin, Raymond Lascience et Octave Garnier se précipitent, revolver au poing, et ils comprennent, le chauffeur et le secrétaire, ce qui leur arrive. Lever les mains en l'air, et là le chauffeur a un geste malheureux, au lieu de lever les mains en l'air, il les passe sous le tableau de bord, comme s'il allait prendre une arme. À ce moment-là, on tire. Et les deux hommes s'écroulent, abattus. On les transportera sur le bord de la route. On montera dans la voiture. Toute la bande se serrera dans la voiture. Et 2 heures plus tard, on arrive à Chantilly. On arrive à Chantilly pour attaquer la banque, pour attaquer la Société Générale. Décidément, la Société Générale n'a pas beaucoup de chance. Et c'est là, en pleine matinée, alors que la place grouille de monde, que les bandits arrêtent leur voiture. Garnier saute à terre, suivi de Raymond Lascience. Bonneau reste au volant. Les bandits rentrent dans la banque, font feu aussitôt, 2 employés tombent foudroyés. Ils remplissent un havre-sac d'or, d'argent, de billets de banque, en tout pour 50 000 francs. Et puis ils se replient. La foule est tenue en respect tout autour, et terrorisée par Bonneau, à son volant, qui tient, brandit vers la foule son revolver, et par Soudy, le jeune Soudy, le phthisique, qui a une carabine. On l'appellera l'homme à la carabine, et qui tient la foule, et qui crie « Caltez, caltez, ou je vous canarde !» Et maintenant, les voilà qui partent. Les voilà qui partent, qui roulent, la voiture s'en va. Et c'est l'illustration qui donnera ce document saisissant, c'est-à-dire le gendarme. Le gendarme de Luzarches, le seul qui a voulu intervenir. Et comment est-il, le gendarme de Luzarches ? Il est à cheval.
Et alors, courageusement, le pauvre homme, il est sur son cheval et il galope derrière la voiture. Et dérisoirement, l'image du gendarme à cheval s'inscrit sur la caisse luisante de la voiture. Alors de nouveau, c'est le scandale. Le scandale immense. Les bandits en automobile ont récidivé, ils ont fait leur coup le plus incroyable. Il y a encore mort d'homme. Mais enfin, ils ont osé s'en prendre à une banque en plein jour. On les a laissés faire. Ils sont repartis, ils sont indemnes. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne va pas durer? Et alors toute la France s'occupe des bandits, de ceux qu'on appelle la bande à Bonneau, parce que maintenant, ça y est, ils sont dénoncés. On connaît leur nom à la police. Il y a eu, vous savez, une foule d'indicateurs. La police a reçu des centaines de lettres, des dénonciations de toutes sortes, anonymes, presque toutes anonymes. Mais la police a suivi toutes les pistes qui se sont présentées à elle. Et c'est ainsi que la police a arrêté successivement Dieudonné. Pourquoi Dieudonné? Eh bien parce qu'on était arrivé à lui et qu'on avait pu l'arrêter, il se cachait avec sa femme, qui était revenue à lui d'ailleurs. Alors on l'avait arrêté, et puis on l'avait présenté à Kaby, tout à fait remis maintenant, et Kaby avait dit c'est lui qui a tiré sur moi. Et ça, nous savons bien que c'était faux. Voilà le témoignage humain, alors il est en prison, Dieudonné. Et puis ensuite on a arrêté Monnier. Et puis, par Monnier, on est arrivé à un autre, un certain Gauzy. Parce que Monnier avait sur lui une lettre qui s'adressait à ce Gauzy. Alors on a décidé d'aller voir chez Gauzy, c'était dans un quartier où Gauzy tenait un magasin de soldes. Alors on est allé voir jusque-là. Entre-temps, on avait arrêté Soudy, et oui, parce que les journaux avaient reproduit cette fameuse phrase « Calté, calté, ou bien je vous canarde », et un indicateur, un de ces indicateurs tellement bénévoles, il y avait la prime aussi, maintenant la prime s'élevait à plus de 100 000 francs. Un indicateur avait dit ça, c'est le langage de Soudy. Et si vous voulez retrouver Soudy, allez à Berck, parce qu'il a dit que quand il aurait de l'argent, il irait se soigner à Berck. Et on va à Berck, on trouve Soudy, on l'arrête. Alors maintenant, on va chez Gauzy. Et c'est M. Jouin, le patron, le sous-directeur de la sûreté, qui est là avec 2 inspecteurs. On interroge le Gauzy en question, qui ne sait rien. Vous avez quelqu'un chez vous? Personne. Même pas ma femme et mes enfants, ils sont partis. Ils sont en vacances. Bien. Et qu'est-ce qu'il y a au premier étage? Mon appartement particulier, il n'y a personne. On va aller voir des jours. Et on monte. On passe dans une première pièce, et puis dans une seconde qui est plongée dans l'obscurité, les volets sont fermés. Mais dans la pénombre, Jouin aperçoit une forme, un homme trapu, ramassé sur lui-même, par les quelques rayons de lumière qui passent à travers les persiennes, il le reconnaît, il dit « Mais c'est Bonneau !» Et à ce moment-là, Bonneau tire. Et Jouin s'écroule, frappé d'une balle en pleine tête. Et puis, Bonneau tire sur l'inspecteur Colmar, qui est blessé. Et puis Bonneau, tout à coup, s'effondre. Et l'inspecteur Robert, qui est tout seul, est épouvanté, s'il dit « Mais il s'est tué lui-même !» Alors il emmène Colmar pour le soigner, et à peine a-t-il quitté la pièce que Bonneau saute sur ses jambes, car il a contrefait le mort. Et alors là, il court dans l'appartement voisin, se fait ouvrir la porte par la voisine, dit « Si tu parles, je te descends », court à la fenêtre, il y a 5 ou 6 mètres à sauter, tant pis, il saute, il y a un toit de cabane qui amortit sa chute, il s'enfuit, on ne le reverra pas. Alors là, le scandale est immense. Vous pensez, Jouin, l'un des premiers policiers de Paris, un homme mort à 40 ans, les obsèques qui lui seront faites seront grandioses. Et on se dit qu'il faut absolument trouver Bonneau. Et c'est une dénonciation, encore une autre, d'un pharmacien
d'un pharmacien qui dira avoir soigné un homme blessé aux mains. Ben oui, c'était Bonneau dans sa chute. Et qui ressemblait à Bonneau tel que les journaux avaient publié sa photographie. Alors on court parce que dans l'endroit où exerce ce pharmacien, il y a ce qu'on appelle le nid rouge, c'est-à-dire un groupe de pavillons élevés par un millionnaire anarchiste, ça existe, un certain Fromentin. Et alors il a élevé ces pavillons pour que les camarades puissent y habiter. Il les appelle, l'un s'appelle Louise Michel, l'autre Élisée Reclus. Et là, cette fois, c'est M. Guichard, le chef de la sûreté lui-même, qui se présente au nid rouge, et on décide de commencer par explorer le pavillon d'un certain Dubois. Dubois est un garagiste, il est en train de réparer une voiture. On crie « Police !» Alors à ce moment-là, Dubois, fou de rage, saisit un revolver qui est sur le siège de la voiture qu'il réparait, crie « Assassin !» et tire sur les policiers. L'un d'eux est atteint. Un autre policier tire sur Dubois qui s'effondre, il est mort. Et on se met en devoir de gravir l'escalier extérieur pour monter au premier étage, et là, tout à coup, on voit apparaître sur le seuil Bonneau qui tire, et l'inspecteur qui était en train de monter est atteint et s'abat. Et Bonneau se replie à l'intérieur, et la police se replie aussi d'ailleurs, parce que M. Guichard ne veut pas que ces policiers soient mis en trop grand danger. Et alors, car nous sommes à 8h du matin quand tout cela commence, et alors, ce qui va se passer, c'est quelque chose à la fois de tragique et de grotesque. Parce que pour prendre un seul homme, on va mettre en jeu des forces considérables. On mobilise toute la gendarmerie de Choisy-le-Roi. On mobilise les citoyens de Choisy. Et on leur demande de venir avec leurs fusils, vous imaginez. Et les gens sont si heureux de chasser l'homme, même si cet homme est un bandit. Et ils viennent avec leurs fusils, leurs carabines, leurs fusils de chasse, et tout ce monde s'agglutine autour de la maison. Il y aura à un certain moment 4 à 5 000 personnes, 4 à 5 000 curieux autour de la maison où Bonneau est assiégé. Et là, on n'est pas prêt de se sentir enclin à applaudir. Alors, que faire ? On tire, la façade est criblée de balles, ça ne donne rien. Alors, une idée, on va déposer des charges de dynamite, on va faire sauter la maison. Et à l'abri de voitures de paille, quelqu'un s'avance, un officier s'avance, dépose une première charge de dynamite qui fait long feu, seconde charge de dynamite qui ne fait qu'une brèche. Il faut une troisième charge de dynamite pour que la maison, alors, tout à coup, explose, littéralement, et commence à brûler. Alors là, c'est l'assaut. On pénètre au rez-de-chaussée, on retrouve le cadavre de Dubois entouré de flammes, on le tire des flammes, on monte au premier, et là, c'est Guichard qui entre avec ses inspecteurs dans la pièce où ce tapis Bonneau, le trouve enroulé dans un matelas pour éviter justement d'être canardé de partout, et grièvement blessé. Il a essayé de se donner la mort, il n'y est pas parvenu, il est encore vivant, il a encore un revolver à la main, et il crie au policier qui entre « Tas de salaud !» Et il tire. Et alors là, il est criblé de balles. Et on l'emmènera. On l'emmènera à Bonneau. On l'emmènera moribond. La foule voudra naturellement le lyncher. La foule. Et on le protégera de la foule. Et c'est en arrivant à l'Hôtel Dieu qu'il mourra. Maintenant, ne reste plus de libre de toute la bande à Bonneau que Garnier et Vallée. Bonneau avait laissé près de lui son testament qu'il avait écrit pendant le siège. Et dans ce testament, il l'écrivait « Dieudonné est innocent ». Garnier, lui, avait écrit au Matin, il avait eu l'audace d'écrire au journal Le Matin une lettre qui était publiée en disant « C'est moi, l'homme de la rue Ordinaire, Dieudonné n'y est pour rien, Dieudonné est innocent ». Et maintenant, Garnier et Vallée se cachent dans un petit pavillon de Nogent-sur-Marne
Garnier avec lui sa maîtresse, Marie la Belge. Et un soir, tout à coup, dénoncé par un voisin qui s'est aperçu qu'il y avait là 2 hommes qui ne sortaient pas et une femme qui allait faire les commissions, il a dit attention, ça pourrait être des gens de la bande à Bonneau, on est venu, et maintenant la police est là. Police, crie monsieur Guichard, rendez-vous! Les hommes se replient à l'intérieur du pavillon et répondent par des coups de feu. La fusillade crépite et puis s'arrête, et à ce moment-là, on voit sortir en courant Marie. Les 2 hommes l'ont obligée, l'ont expulsée du pavillon, ils ne veulent pas qu'elle meure avec eux. Et on fera le siège pendant toute la nuit. La foule arrive, elle aussi, pendant toute la soirée. Elle vient par train, elle vient par voiture, elle vient en vélo, elle vient en tramway. On est obligé de dédoubler les tramways pour conduire les gens pour assister à ce spectacle. Il faudra 2 compagnies de zouaves pour contenir la foule. Et alors là aussi, on utilise tout, mitrailleuses lourdes, charges de mélinite. On fait également sauter la maison. Et on donne l'assaut. Quand on pénétrera dans la pièce, on trouvera Garnier et Vallée, l'un mort, l'autre moribond qui lèvera son revolver pour tirer, qui tirera et qui sera lui aussi criblé de balles. Il ne restera plus à la morgue que 2 cadavres de ces jeunes gens qui ont choisi l'illégalisme, qui ont choisi l'assassinat, qui ont choisi de trahir leurs frères anarchistes. Alors maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de bande à Bonneau. Il n'y a plus qu'à les juger, qu'à juger ceux qu'on a pris. Ils sont là 20 sur les bancs de la cour d'assises, le 3 février 1913. Et les vedettes, ce sont Kilbatchiche et Rirette Maître Jean. Et oui, on les a arrêtés parce que pour l'accusation, la tête, c'est eux, ce qui est dérisoire et stupide, puisqu'eux étaient contre tout ça. Alors on les a arrêtés. Et les vedettes, ce sont Raymond Lascience qui pérore, qui parle, qui plaisante, qui dialogue avec le président, et dans ces dialogues, ça n'est pas le président qui a le dessus. La vedette, c'est encore Dieudonné qui jure qu'il est innocent, et Calmin, Raymond Lascience, dira là dans le box des accusés, je jure qu'il n'était pas là, il est innocent. Voilà donc tous les complices qui innocentent Dieudonné, et pourtant il est inculpé, et pourtant il est là sur les bancs. Et puis il y a aussi Carouy et son associé Medj, qui sont eux inculpés d'un horrible assassinat à Thiers. Ils ont une nuit assassiné un octogénaire et sa vieille servante pour les voler. C'est sauvage, c'est indéfendable, c'est affreux. Et puis, il y a les autres. Ça dure 4 semaines. Et le jury revient avec un verdict incohérent. Carouy et Medj, les assassins affreux de Thiers, ont les circonstances atténuantes. Ils échappent à la mort. Mais Dieudonné, innocenté par tous les autres, Dieudonné dont on n'a rien prouvé, en fait de culpabilité, Dieudonné est condamné à mort. Sont condamnés à mort également Raymond Lascience, bien sûr, Monnier et Soudy. Kilbatchiche, Rirette est acquittée. Kilbatchiche est condamné à 4 ans de prison. Le 21 avril 1913, l'échafaud est dressé. Dieudonné a été gracié parce que tout de même, c'était tellement exorbitant cette condamnation. Il n'en fera pas moins 20 ans de bagne. Il sera libéré à la suite d'une courageuse campagne d'Albert Londres. Carouy, lui, une demi-heure après l'audience, la dernière audience, s'est empoisonné. Où a-t-il trouvé le poison? On ne sait pas, il est mort. Et maintenant vont monter à l'échafaud les
les 3 derniers. Monsieur Desblair, le bourreau, a décidé de les faire mourir par randage, le plus jeune d'abord. Alors c'est Soudy qui marche le premier, il tremble. Et il dit, oui, je tremble, mais c'est de froid, comme Bailly pendant la Révolution. Et sa tête tombe. Raymond Lascience, qui monte sur l'échafaud, qui regarde la foule à perte de vue. Des gens sont venus de partout, attendent depuis la veille au soir, d'autres sont venus des boîtes de nuit, ont festoyé, sont en tenue de soirée. Il y a des grandes cocottes, des courtisanes, il y a des gens du monde, il y a toutes sortes de gens, et Raymond Lascience leur lance. C'est beau, hein, l'agonie d'un homme. Et sa tête tombe. Et puis voilà Monnier qui dit tout simplement, adieu, à vous, messieurs, et à la société aussi. Et sa tête tombe. C'est fini, la bande à Bonneau. Et celle qui peut-être prononcera l'acte d'accusation le plus dur, ce n'est pas le procureur. C'est Rirette Maître Jean qui, dans ses souvenirs, a dit toute la répugnance, toute l'horreur, tout le mépris que suscitaient en elle ces actes indéfendables. Il y a des théories, et puis il y a des gens qui les comprennent mal, et des gens qui dévient tout en se dévoyant. Et c'est Bernard Thomas, l'un des meilleurs historiens de l'affaire, avec Georges Adam. Bernard Thomas, qui a pu dire que depuis 66 ans, le drapeau noir porte le deuil des crimes de Jules Bonneau.